Voilà, maintenant je pense que ça devrait aller mieux. Donc on va faire... Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Quelle surprise, vous êtes déjà 28, incroyable. Vraiment, c'est fabuleux. Non, voilà, j'ai eu un problème de son, donc j'ai rebooté et maintenant tout va bien. Alors, je suis absolument ravie puisque on va faire ce soir le vendredi tapas d'amis. Et vendredi tapas d'amis, c'est le moment où on va parler spécifiquement des jeux de société à jouer en solo. Parce que comme je l'ai peut-être déjà dit à un moment ou un autre, on ne demande pas aux joueurs de jeux vidéo pourquoi est-ce qu'ils préfèrent jouer tout seuls devant leur console. Le jeu de société peut procurer exactement les mêmes sensations de défi, de plaisir, de challenge, etc. Donc je trouve ça plutôt cool. Moi, c'est une manière de jouer qui me plaît pas mal, que j'expérimente de temps en temps, et je trouve ça assez chouette. Donc le jeu de société solo, c'est bon, mangez-en. Et du coup... je suis super contente de pouvoir vous en parler parce qu'il y en a certains qui sont vraiment très très chouettes et notamment comme j'avais déjà fait vendredi dernier, j'en ai sélectionné 3 plus une petite mention spéciale. Vas-y, tu peux t'endormir Marie, personne t'en voudra, personne t'entendra ronfler non plus. C'est vrai que le jeu de société en solo, ça reste quand même une expérience où les gens ont en général un peu peur de se lancer en se disant mais c'est un peu bête, pourquoi est-ce que je vais jouer tout seul sur ma table alors qu'on fait bien des casse-têtes, on fait bien des sudoku, on fait bien des mots croisés ou des puzzles tout seul. C'est absolument tout à fait le même genre de dynamique et au final moi ça me plaît beaucoup parce que de temps en temps ça m'arrive simplement de me bloquer un moment et de faire ça juste pour le plaisir, pour le challenge, essayer de battre mon meilleur score, tenter de battre l'intelligence artificielle, parce qu'en plus, les modes solo sont de plus en plus développés, surtout dans les très gros jeux qui sont en général proposés de, par exemple, 1 à 4 ou 5 joueurs. Et donc, franchement, je trouve ça assez chouette parce que, notamment pour ça, tester le mode solo d'un jeu, ça permet de se dire bah, je l'essaye pour moi, je fais mes erreurs tout seul et après je l'ai bien en main, je peux l'expliquer à mes amis et donc ça c'est assez cool. Mais ceux que je vais vous présenter ce soir, ce sont des jeux qui sont exclusivement en solo, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mode multi, bien que d'expérience, on peut tout à fait jouer avec quelqu'un à côté de soi en s'encourageant, en se donnant des petits tips, etc. Donc voilà, c'est tout à fait possible de jouer à des jeux solo de cette manière-là aussi, en partageant le même personnage par exemple. Alors, on va pas trop tergiverser, on va tout de suite commencer par parler de Au Griffon Fond Fond. Alors, c'est un très très bon jeu que moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a un esprit casse-tête qui est assez original. Donc c'est dans la collection des petits micro-games, donc les jeux portefeuille, et il m'avait intrigué déjà parce que le thème me plaisait. Donc en fait on a une auberge un peu nulle avec des clients un peu nuls, mais on a des créanciers à notre trousse, donc on va essayer de faire en sorte de quand même remplir son auberge pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est ça un petit peu l'idée, c'est qu'il faut avoir un minimum de clients pour pouvoir payer ses créanciers. Mais donc oui, effectivement, Au Griffon Fond Fond, les petites marionnettes, c'est exactement le truc qui va absolument rester en tête. Merci Marie Grandjeu, parce que c'est tout à fait ce qui va se passer. On va voir le titre et on va penser que à ça. Et donc Au Griffon Fond Fond, c'est, comme je disais, dans la collection des portefeuilles games, donc les micro-games. En plus, c'est Scott Ames, c'est un de mes auteurs de jeux favoris parce qu'il a fait notamment tous les Tiny Epic, une série de jeux de société dont je suis extrêmement fan parce que j'adore le mini-format dans une petite boîte à 30 €, bourré de matériel avec plein de variantes de jeux, chaque fois des univers, etc. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, mais c'est surtout quelqu'un qui a un esprit archi-mathématique. Donc normalement pas du tout des trucs pour moi, mais j'y peux rien, j'ai une faiblesse et je vais quand même continuer à acheter ces jeux même si je suis nulle. Alors, le principe de Griffon Fond Fond, c'est que on va avoir une succession de clients qu'on va pouvoir placer dans son auberge et dans son bar. Alors, je n'ai malheureusement pas trouvé de belles images sur internet pour pouvoir illustrer mon propos, donc je vais simplement vous montrer les clients en question, sur cet écran-là. Comme ça, vous voyez un petit peu la diversité de ce qu'on peut rencontrer comme clients dans un bar. Donc, il y a des satyres, des centaures, des trolls, des djinns, ce que vous voulez. Comment ça va se passer? On va faire devant soi une petite rangée avec 4 clients qui sont au bar. On va accumuler à chaque fois jusqu'à 4 clients et puis ils vont être fatigués et un de ces clients va partir dans l'auberge. Et en fait l'auberge c'est une espèce de colonne verticale qu'on va créer à côté du bar et où on va stacker les clients les uns au-dessus des autres. Alors, si vous avez joué à Elton Palace, ça va peut-être vous dire un petit peu quelque chose parce qu'il y a une mécanique qui est quand même assez proche de ça. C'est-à-dire que quand on va placer un 4e client et qu'il va y avoir 3 fois le même symbole, ça va être des symboles soit du bruit, soit des odeurs, soit des bagarres.
ça va déclencher du mécontentement chez d'autres clients. Et alors chaque client est tolérant ou intolérant à son propre truc qui l'emmerde. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va accumuler les clients au bar, et les clients au bar donc vont peut-être éventuellement, s'ils ont trois fois le même symbole, déclencher un mécontentement chez ceux qui sont dans l'auberge. Si c'est pas le cas, très bien, on passe à la deuxième phase, on prend un des 4 clients de l'auberge et on le met dans la tour, un des 4 clients du bar et on le met dans la tour de l'auberge. En faisant ça, on recheck de nouveau les mécontentements qui cette fois-ci vont s'activer non pas à cause des gènes, donc il y a plein de petits symboles que vous voyez dans le bandeau jaune en bas de la carte. Donc c'est pas ça, ça va être des petites conditions qui sont inscrites en haut à droite de la carte. Ça va être par exemple, si vous avez 4 symboles viande par exemple, le chasseur sensible se sent pas très bien et donc il laisse une carcasse pourrissante, ce qui va générer des odeurs et donc gêner tous les clients qui sont sensibles aux odeurs dans l'auberge. Les 3 frères gobelins, s'ils sont ensemble dans l'auberge, ils provoquent une baston. Et donc chaque client va avoir son petit truc qui le trigger en fait, qui le fait vriller et il va déclencher à un moment ou à un autre sa sortie. Et en fait l'idée c'est que on va avoir systématiquement donc des clients qui vont s'énerver pour un rien et partir de votre auberge. Et le but, en fait, c'est d'essayer de faire en sorte de mettre les clients, de les accumuler dans l'auberge, de faire en sorte qu'ils ne se gênent pas trop les uns les autres, parce que si à un moment, avant d'avoir atteint la fin de la pioche, vous avez 8 clients qui sont sortis de l'auberge, vous avez perdu. Votre but, en fait, c'est d'essayer de temporiser pour faire en sorte d'arriver au bout de la pioche, d'avoir des clients au bar, d'avoir des clients dans l'auberge et d'en avoir pas 8 qui sont partis sans payer ou en tirant la gueule. C'est vraiment très drôle, c'est un bon petit casse-tête de placement, déplacement, comment mettre machin. Si je mets truc sur bidule, il y a Bazar qui va râler parce qu'il sera pas content, etc. Donc c'est vraiment absolument super drôle, moi j'aime beaucoup. Et enfin voilà, je trouve que le look est génial, le prix est génial, c'est 7-8 balles, donc c'est vraiment rien du tout. C'est une super cacahuète à offrir pour les gens qui aiment bien les jeux solo ou les petits casse-têtes, donc ça marche du tonnerre. Merci Magic Bejo, c'est vrai que cette photo de Valbara, je me suis bien gelée, il faisait littéralement moins 1 degré, donc je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu sur Instagram. Il y a donc une photo que je viens de poster pour le jeu Valbara, qui est un jeu que j'adore vraiment, que je trouve très 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 bon, et c'est une photo que j'ai faite en chaman, etc. et voilà, qui m'a beaucoup plu parce que je l'avais vraiment envisagée du début à la fin et j'ai passé un super bon moment à la faire. Elle correspond tout à fait à mes envies. J'ai passé beaucoup de temps à la retoucher aussi parce qu'il y avait de la brume et les aléas de la météo ont fait que malheureusement la photo n'était pas tout à fait aussi nette que ce que j'espérais. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment génial. Et donc le résultat final me plaît beaucoup, beaucoup. Et donc merci, si ça vous plaît, ça me plaît aussi. Et c'est clairement pas la dernière parce qu'il y en a encore 3 autres qui ont été faites ce même jour, au même endroit, et qui promettent aussi d'envoyer du pâté. Assez cool. Voilà, donc ça c'était la petite présentation pour Au Griffon Fonfon. Et donc j'enchaîne tout de suite sur One Card Dungeon. Alors le truc c'est que j'avais déjà été tout à fait séduite par la publication, non pas la publication, par Level 10. Donc j'avais adoré Level 10 qui était un petit jeu coopératif dans la collection des petits jeux Pixel Game. Donc c'est ces jeux qui sont censés avoir un look un peu rétro avec des sensations de jeu aussi un peu casse-tête, un peu simple mais très très chouette à jouer. Et en fait le One Card Dungeon, il est un jeu. Attendez, je vais essayer de dire ça correctement. Donc c'est une petite boîte à 10 € dans laquelle vous avez une carte, plus 4 cartes personnages, et vous avez 12 dés. Donc voilà, on peut se dire, mais je paye pas 10 balles pour 12 dés. Mais en fait, et finalement, c'est quand même un très très bon jeu. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous en parler, parce que c'est un petit jeu de défi qui va être à difficulté croissante. Et alors, le truc, c'est que je peux comprendre, comme tu le dis Marie, toi t'es passée totalement à côté, et je peux comprendre effectivement ce sentiment, parce que c'est un jeu qui est hyper abstrait et assez difficile en fait, non, même extrêmement difficile. Le principe c'est que vous avez un dé vert qui représente votre héros, et vous avez 4 dés blancs qui sont vos compétences de base. Vous allez placer sur le donjon entre 1 et 4 dés rouges qui représenteront les ennemis que vous allez rencontrer. À chaque tour, vous allez pouvoir lancer les 3 petits dés noirs et les mettre en dessous de vos dés blancs, ce qui va vous donner un bonus de compétences. Les compétences, c'est se déplacer, taper, se défendre et avoir une portée. La portée, c'est le seul truc qu'on peut jamais modifier. L'idée, c'est que à chaque fois, on se déplace, on essaye d'aller à la rencontre des ennemis, de les avoir à portée, de leur taper dessus. Quand on les élimine, alors à ce moment-là, on peut sortir du donjon et passer au niveau 2, puis 3, puis 4 et ainsi de suite jusqu'au niveau 12. C'est vraiment, vraiment un jeu qui est
archi punitif, très difficile, puisque à chaque fois que vous allez passer dans un nouveau niveau de donjon, vous allez choisir est-ce que je vais augmenter une de mes compétences, donc à savoir les dés blancs, ou est-ce que je vais augmenter ma vie et remonter par exemple de 2 points de vie à 6 points de vie. Mais c'est vraiment du tabassage en règle constamment. Le truc c'est que moi je joue comme une grosse brute et donc du coup j'ai tout le temps envie d'aller au contact avec les monstres et de leur mettre des tatanes et puis de partir. Mais c'est extrêmement difficile parce que souvent ils ont plus de portée que vous, donc il faut jouer subtil. L'idée pour pouvoir avancer correctement dans le jeu, c'est chaque monstre a un petit peu ses propres règles, mais l'idée c'est quand même globalement de pas rentrer dans l'art tout de suite parce que vous n'avez aucune chance. Il va falloir essayer d'entraîner les monstres à votre suite et de profiter d'un bon lancer de dés pour pouvoir avoir suffisamment à la fois de déplacement et d'attaque pour aller comme une petite fouine taper et vite vous enfuir pour pas que les monstres vous rattrapent. Donc en gros ça c'est une technique qui marche assez bien, mais je vais pas vous mentir, j'ai jamais dépassé niveau 4. Hein. C'est vraiment extrêmement difficile. Mais par contre, je l'aime bien parce que je trouve qu'il y a un petit esprit un peu comme le One Deck Dungeon, mais en archi simplifié. C'est comme si on avait pris le sachet de thé du One Deck Dungeon, qu'on l'avait pressé, qu'on l'avait repassé dans de l'eau et qu'on avait donc le One Card Dungeon. C'est pas du tout les mêmes auteurs ni rien du tout, mais voilà, ça me plaisait bien parce qu'il y avait vraiment cette sensation de je dois gérer la chance au dé. Donc ça c'est un truc qui peut frustrer beaucoup de gens, mais moi ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc je trouve que c'est voilà, en termes de conception comme tu le dis, Ekat, c'est hyper bien fait. Il y a vraiment un minimum de matériel et il y a des règles quoi. Ça marche, ça m'a fait penser comme dans Hors Card, on a 3 cartes 9 dés et en fait on sait tout jouer. Je trouve ça assez incroyable. Mais effectivement, je peux comprendre complètement qu'on puisse être archi hermétique à ce genre de jeu parce que effectivement trop abstrait, trop hasardeux aussi, donc voilà, un peu plus compliqué. Oui, je vous avais mis une carte en zoom, mais en fait finalement je me suis rendu compte que sur l'image que vous voyez, vous aviez de toute façon suffisamment d'informations pour comprendre de quoi on parlait, mais je vous laisse quand même ça parce que si vous voyez bien, en dessous du troll vous avez un 3 en jaune, un 7 en rose et un 11 en rouge. C'est simplement le niveau du donjon, donc c'est-à-dire qu'on va rencontrer 3 fois le troll, 3 fois l'araignée et 3 fois les 2 autres machins qui sont au dos. Donc avec une seule carte, vous avez 12 donjons, avec systématiquement des petits murs qui vont vous empêcher de traverser comme vous voulez, et puis les stats des monstres et les vôtres. Alors, si vous souhaitez un peu plus de contrôle, mais toujours le même style de jeu, Cyberdoom Tower est tout à fait dans le même esprit. Et puis, c'est aussi un pixel game. Donc, c'est-à-dire que c'est la collection qui est faite par Matago. Comme d'habitude, je pourrais pointer du doigt que les 3 jeux que je viens de présenter sont Matago. Donc, en fait, j'aime bien leurs jeux. Mais parfois, les traductions sont hasardeuses, les mises en page sont foireuses et l'ordre des règles est vraiment hyper bizarre. Cyberdoom Tower est un jeu, quand vous le lisez, vous comprenez rien. Il va falloir jouer en même temps et là, vous allez dire « mais oui, mais c'est comme ça en fait ». Donc voilà, c'est toujours hyper frustrant parce qu'il y a toujours cette espèce d'effet de « presque ». Genre, c'est très joli, c'est super bien et c'est mal imprimé, mal édité, mal machin, etc. Enfin voilà, c'est... On va pas leur faire une tartine, mais globalement, sachez que Cyberdoom Tower, ça va être beaucoup plus compliqué à comprendre qu'à jouer, en fait. Donc, je vous explique un petit peu comment ça marche. Alors, cette image est moche et ne représente pas tout à fait le jeu. Donc, Cyberdoom Tower, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir monter dans une tour pour pouvoir combattre un gros monstre. Alors, comment ça va se passer? C'est aussi du jeu de donjon, tout à fait comme l'autre, mais cette fois-ci en verticalité, si vous voulez. Vous allez avoir donc les 4 cartes, vous avez les 4 ennemis, donc cette fois-ci, il n'y en a que 1 par zone, par étage, et vous allez avoir chaque carte qui est divisée en 6 segments. Vous avez votre propre petit personnage qui va pouvoir avancer au fur et à mesure dans la progression de la tour. Alors, comment ça se passe? À votre tour, vous allez pouvoir faire jusqu'à 3 actions. Les actions, c'est je me déplace, ou je prends un objet, ou j'attaque. À savoir que quand vous prenez un objet, si vous vous faites repérer, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre de toute façon toutes vos actions. Quand vous attaquez, c'est la dernière chose que vous faites, donc vous allez perdre toutes vos actions. Donc l'idée, c'est vraiment de se déplacer et puis ensuite d'essayer d'attaquer ou de choper un objet le dernier moment possible. Une fois que vous avez agi, c'est au monstre d'agir. Et donc ceux de votre étage vont s'approcher de vous et les autres vont aussi bouger au fur et à mesure de votre progression du jeu. Vous avez 12 tours pour pouvoir arriver au sommet de la tour, voilà, et activer le panneau de contrôle pour aller fighter le gros boss. Vous avez donc 3 caractéristiques. C'est
primo vos déplacements, donc c'est votre petit dé vert, vous en avez 3. Vous avez également une caractéristique de chance, donc c'est un dé rouge que vous allez pouvoir monter, descendre, etc. À chaque fois que vous utilisez une chance, ça vous permet par exemple d'utiliser un petit pouvoir, d'augmenter, de faire un modificateur sur votre dé, etc. Et puis vous allez avoir un dé jaune qui représente votre énergie qui est à la fois vos points de vie, mais aussi des trucs type... quand vous faites des activations, que vous faites repérer, quand vous tape dessus, etc., vous allez perdre des points de vie. Quand vous allez acquérir des cartes qui sont des armes, vous allez devoir parfois certaines en activer avec ce dé jaune. Donc c'est aussi des dés qui vont se modifier au fur et à mesure de la partie, que vous allez devoir surveiller et tenter de remonter en vous déplaçant à travers les étages. Et donc, comment ça se passe? Comme j'ai dit, il faut 3 clés pour arriver tout en haut de la tour. Donc comment on fait ça? Je me déplace dans l'horizontalité jusqu'à aller chercher ma clé. J'essaye au passage de faire ça discrètement parce que j'ai pas le temps de fighter tous les monstres de la tour. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et puis, une fois que j'ai suffisamment de clés, une fois que j'ai trouvé ma clé, en fait, je passe à l'étage au-dessus. Je peux traîner un peu en bas si j'ai envie d'utiliser une compétence comme par exemple augmenter un de mes dés ou trouver un objet ou n'importe. Mais l'idée, c'est vraiment je passe d'ascenseur en ascenseur parce que une fois que j'ai les 3 clés, il y en a 4 dans le jeu. Une fois que j'ai les 3, je peux arriver sur le boss final et le taper. Et comment ça se passe? Ben là aussi, c'est un peu comme dans One Deck Dungeon. En fait, vous allez lancer un ensemble de dés et vous devez les attribuer, ou comme dans Mission Pas Possible sans l'aspect de rapidité. Donc, vous devez attribuer les dés, faire les bonnes combinaisons, là comme les monstres ou le boss vous le demandent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez devoir avoir à la fois une gestion de votre rapidité, parce qu'il va falloir monter assez vite au sommet de la tour, mais en même temps, il ne faut pas se grouiller non plus pour rien, parce que si vous n'avez pas d'armes, vous allez à poil en fait, et le boss va de toute façon vous démonter. Donc c'est du jeu abstrait avec de la gestion de chance, peut-être un peu moins de chance que dans le One Card Dungeon. On est, je pense, dans un truc un peu plus contrôlable, mais qui reste quand même relativement challenge. Mais c'est assez agréable à jouer, et comme j'ai dit, c'est nettement plus simple à jouer que lorsque vous avez lu le livre de règles et vous dites mais j'ai rien compris, qu'est-ce que je dois faire? Et salut, je suis Brez, bienvenue ici, ça fait plaisir, ça fait longtemps dit. Je sais qu'il est tard, mais en fait j'ai dû travailler à mort sur ma photo, ça m'a pris du temps, puis en plus j'ai fait plein de comptas toute la journée, c'était super chiant, j'avais pas du tout envie de ça, et en plus je suis malade. Et il a fallu que je me maquille pour vous, parce que je vous aime. Alors, pour la petite mention, je vous montre donc un petit spécial, c'est Warp's Edge. Alors, pourquoi je dis qu'il est spécial? Parce qu'en fait, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, puisque j'ai fait une partie solo sur YouTube que vous pouvez retrouver dans mes playlists des jeux solo. Donc, il n'est pas du tout nouveau, hein. Je pense qu'il est sorti genre au premier confinement, un truc comme ça. Et l'idée, c'est que dans Warp's Edge, pourquoi j'avais envie de vous le remontrer? Parce que en fait, il y a une petite extension qui est arrivée et qui permet de vraiment renouveler le jeu. Bisous Marie Grand Jeu, bonne nuit. Je comprends que tu sois fatiguée avec tous tes lives tous les jours. Repose-toi bien et on se dit à très bientôt. Et donc, Warp's Edge, l'intérêt relancé parce que l'extension va de nouveau rapporter du contenu, mais je vais quand même de toute façon vous reparler un petit peu de la base de Warp's Edge. Ça sert à rien de vous dire que j'ai fait une vidéo, si de toute façon là on est en live, autant en parler tout de suite. C'est un jeu exclusivement solo, et donc l'idée dans Warp's Edge, c'est que c'est du jeu de bag building. Donc vous allez commencer avec un certain nombre de jetons qui représentent toutes vos compétences. Donc vous allez avoir des compétences d'esquive, des compétences d'attaque, vous allez également avoir des énergies, ou des sous, appelez ça comme vous voulez, on s'en fiche, des machins, des thunes pour acheter des cartes amélioration qui peuvent être des alliés, une nouvelle coque, un machin, un manteau magique, un collier du futur, ce que vous voulez, mais qui peuvent vous aider à combattre l'invasion alien. Parce qu'en fait, le principe, c'est que vous avez un vaisseau mère qui est votre némésis. Et puis vous avez en dessous tout un tas de petits vaisseaux qui vont à chaque fois descendre, venir vous attaquer. C'est Space Invader. Imaginez ça, c'est Space Invader, mais en plus tactique. Et donc, à votre tour, vous allez avoir la possibilité de piocher dans le sac des jetons que vous pouvez prendre pour pouvoir attaquer les petits vaisseaux, le but étant de leur mettre suffisamment de tatane pour pouvoir passer sur le vaisseau mère et le taper. Quand vous mettez vos jetons, vous choisissez, vous attribuez qui vous tapez, etc. Surtout quand vous tapez les petits, vous avez des récompenses qui vont vous permettre de gagner de l'expérience globalement pour vous améliorer, et vous allez pouvoir au fur et à mesure améliorer votre sac de... Donc d'où le bag building, parce que vous allez pouvoir prendre des actions spéciales, vous allez pouvoir prendre des attaques ou des esquives plus fortes, et en faisant ça,
ça va être vraiment de plus en plus intéressant parce que on part de quelque chose de super basique, à savoir j'ai quelques attaques, quelques défenses / esquive et j'ai mes jetons pour acheter des améliorations et c'est tout. Et puis en fait on va passer à des trucs qu'on va débloquer qui sont super puissants. La grande richesse de Warp's Edge, c'est que donc c'est un peu un côté presque Tower Defense, mais en fait il faut vraiment tabasser pour arriver au vaisseau mère et le tuer. Vous avez plusieurs vaisseaux mères différents, vous avez plusieurs petits vaisseaux d'attaque différents, mais surtout vous avez vous-même votre frégate, votre propre vaisseau que vous pouvez personnaliser. Donc certains avec par exemple un peu plus de défense, donc ils vont avoir un sacré bon bouclier, mais par contre ils n'ont que 2 points de vie. Et donc si on passe votre défense et que vous avez perdu votre premier puis votre deuxième point de vie, vous êtes mort. D'autres au contraire vont être un peu plus équilibrés. Vous avez 5-6 points de coque, mais vous avez aussi 5-6 points de bouclier. Donc du coup, ça tape vite, mais vous avez assez quand même de réserve pour pouvoir vous en sortir tout au long du jeu. Donc c'est vraiment très chouette à jouer. Moi j'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est l'idée que cette nouvelle extension, elle est donc, je vous remontre l'image, parce qu'elle n'est pas sur celle-là, mais elle est sur... non, qu'est-ce que je fous? Pas celle-là. Voilà. Donc, l'invasion Viren, elle va rajouter donc des nouveaux vaisseaux pour vous, donc des nouveaux trucs à piloter avec des petits pouvoirs spéciaux, des attributions de coque, défense, etc. qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez également des nouveaux vaisseaux ennemis, donc les petits qui viennent vous attaquer, vous allez avoir de la variation. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'ils ont tous un petit peu leur personnalité. Donc il y en a qui vont être par exemple avec un peu moins de points de vie, mais qui vont taper beaucoup plus fort, etc. Donc il y a vraiment de la diversité dans les cibles qu'on choisit. On fait pas juste je tape A puis B puis C, on dit bah oui, clairement j'ai intérêt à éliminer celui-là parce que par rapport à mon vaisseau, c'est le plus dangereux. Donc il y en a 6 nouveaux. Vous avez également 2 nouveaux vaisseaux mères et vous avez encore des nouvelles cartes équipement. Et alors, ce qui est très bien aussi, c'est que dans l'invasion Viren, donc on va vraiment se spécialiser sur les vaisseaux aliens, qui sont en général des machins organiques un peu difficiles à taper. Mais pour vous donner des exemples, par exemple, dans le Warp's Edge de base, vous avez un vaisseau mère qui a un double Goldorak, un truc comme ça. Donc ça va être des vaisseaux contre lesquels, des robots de l'espace, quoi. Vous allez vous taper dessus. Il y en a d'autres qui ressemblent un peu plus à des styles, comment ça s'appelle ? Vraiment plus des vaisseaux un peu insectoïdes, un peu dégueux. Donc c'est vraiment très chouette à jouer et pour moi l'extension ça permet de relancer un petit peu l'intérêt du jeu et de vous donner pourquoi pas envie d'essayer celui-ci si vous êtes passé à côté. Parce que je vois par exemple dans les commentaires que Ekat l'avait mis sur sa wishlist. Franchement, toi qui aimes jouer en solo, je pense que clairement c'est un qui devrait beaucoup te plaire et plus peut-être que des jeux comme le défi de l'arène qui avait cet aspect rapidité qui frustrait certains joueurs. Ici on n'est pas du tout dans l'aspect rapidité. Donc récapitulons. Au Griffon Fanfon, qui est un mini-jeu de rien du tout, un jeu qui tient dans la poche, un jeu tout malin, un petit peu de fight, un petit peu d'optimisation parce que vos clients vont se bagarrer les uns avec les autres, ils vont tous se gêner. Il y en a certains qui vont dire j'aime pas ton odeur, moi j'aime pas parce que tu te bagarres, moi j'aime pas parce que tu fais trop de bruit. Donc il va falloir gérer à la fois les clients qui sont au bar et ceux qui vont aller dormir dans l'auberge pour essayer de pas en perdre trop. Donc salut Martin Wittberg, merci pour le follow, ça fait plaisir de te voir ici. Donc vous allez vraiment devoir faire en sorte de gérer correctement quel client vous envoyez dormir à côté de qui pour éviter que ça s'engueule et que donc vous perdiez trop de clients et que vous perdiez donc la partie. Donc le Griffon Fanfon, moi je trouve vraiment génial, un bon petit casse-tête. Le One Card Dungeon, comme je l'ai dit, c'est vraiment le truc hyper épuré où avec un minimum de matériel on arrive vraiment à faire un jeu de société complet, un vrai gros défi extrêmement dur à gagner. Je vous cache pas que c'est vraiment un jeu qui va demander beaucoup de gestion. Et malheureusement, il y a aussi un énorme aspect chance avec vos dés. Et là, c'est totalement incontrôlable. Donc si vous êtes un poissard chronique, ça va vous embêter. Mais c'est très chouette. J'aime bien l'idée que sur une seule carte, on puisse explorer 12 donjons avec son héros qui évolue, avec des monstres qui vont aussi devenir de plus en plus balèzes. Donc je trouve ça assez cool. Et ensuite, pour ceux qui ont envie d'avoir un petit peu plus de contrôle, j'ai donc décidé de vous montrer Cyberdoom Tower, qui est également un jeu d'exploration de donjons, mais où on va faire en sorte d'essayer d'aller cette fois-ci peut-être un peu plus vite au sommet de la tour pour pouvoir affronter le boss final tout en ramassant au passage les bonnes clés, les bonnes compétences qui vont vous permettre d'améliorer vos dés, donc votre force, vos actions, etc. Et vraiment c'est très bon le Cyberdoom Tower, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est, je pense, un petit peu moins hasardeux, en tout cas un hasard beaucoup plus contrôlable que dans One Card Dungeon. Et puis pour terminer, donc je vous ai dit
moi, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur Warp's Edge parce que c'est un jeu absolument génial. Il n'y a pas l'aspect rapidité ou temps qu'il pouvait y avoir dans le premier jeu solo chez Renegade. Donc c'est vraiment du pur jeu de gestion, backbuilding, donc tout à fait un hasard contrôlable. C'est voilà, moi je le trouve excellent et cette petite extension va relancer le challenge pour ceux qui seraient arrivés déjà au bout de la première boîte, bien que sincèrement je pense qu'il faut vraiment jouer beaucoup pour avoir fait tous les ennemis et avoir réussi à les dézinguer tous. Je ne sais pas non plus pourquoi Martin tu n'étais pas abonné, ça arrive, c'est pas très grave dans le fond. Et de toute façon, tu arrives à la fin de ce live. C'était donc le live spécial Vendredi T'as pas d'amis. Donc le Vendredi T'as pas d'amis consacré exclusivement au jeu solo. Donc ça, c'est assez cool. Et en plus, bah, c'est un très chouette jour puisqu'on n'a pas du tout essuyé de raids de gens insultants. Donc ça, c'est une première. Je suis très contente. Donc, voilà, plus sérieusement, je trouve que c'est un chouette format aussi parce que ça nous permet d'explorer en 20-30 minutes 4-5 jeux qui, pour moi, ont marqué l'année et qui sont absolument indispensables. Et en fait, je trouve que ça vaut vraiment le coup de regarder, pas spécialement parce que toutes mes sélections sont incroyables, mais parce que j'essaie de dresser un portrait d'ensemble qui peut plaire vraiment à tout type de joueurs. Donc il y a du jeu enfant, du jeu famille, expert, il y a de l'initié, il y a du solo, etc. Et même du jeu de rôle. Donc voilà, c'est pour moi un petit peu le truc, c'est cette vue d'ensemble que j'essaie de vous proposer. Comme ça vous donne du choix, ça vous donne aussi la possibilité de savoir ce que vous pourriez avoir envie de vous offrir ou d'offrir à quelqu'un d'autre. C'est clairement l'idée, c'est d'avoir cet éventail, toutes ces possibilités, et surtout j'essaie quand même de consacrer un maximum aux jeux qui sont sortis cette année, donc avec assez peu de risque de faire doublon finalement si vous offrez le jeu à quelqu'un dont vous connaissez pas très bien les goûts. Je pense que tu as raison Martin, à mon avis tu t'es abonné avec le compte d'un monde de jeu et pas avec ce compte-ci, donc voilà, c'est probablement pour ça que tu n'as pas les notifs sur ton compte perso, mais... de toute façon, les lives, c'est du lundi au vendredi, c'est toujours aux alentours de plutôt 22h, oui, soyons honnêtes, c'est plutôt 22h, et c'est des petits lives de 20-30 minutes max, où on passe toujours en revue 4-5 jeux, et donc à partir de lundi on recommence, donc samedi dimanche c'est le temps pour moi de me reposer, de me remettre bien les règles en tête, de préparer des trucs, etc. et de simplement vivre ma vie, et puis comme ça on se retrouve de nouveau lundi, mardi, etc. À savoir que il y a donc, là on termine la deuxième semaine de tous ces lives de Noël, et à partir de lundi ce sera les 5 derniers, donc on terminera vendredi sur de nouveau une sélection de jeux solo, en toute dernière minute vous aurez de quoi faire vos courses de Noël, et je trouve ça vraiment très chouette à visualiser parce que c'est un truc où vous allez finir finalement avec 15 fois 5 jeux, donc ça fait quand même pas mal, on est à presque 80 jeux, je crois, c'est quand même pas mal. Et sinon, pour te répondre Martin, est-ce que je repars sur ce format l'an prochain? À mon avis, je pourrais le faire, mais je pense que je le ferai probablement d'une manière un peu différente, à savoir, je peux pas faire un live tous les soirs de 5 jeux, ça c'est absolument pas possible. Par contre, ce que je ferais bien, c'est, normalement je faisais ce format-là sur YouTube, mais je pense de plus en plus à passer exclusivement les lives sur Twitch et sur YouTube, faire que mes vidéos de présentation simples, comme ça me permet d'avoir un petit peu une différence dans ma liberté de ton, etc. On en a déjà parlé, donc voilà, c'est un peu l'idée, je pense, on fera ça les dimanches et on fera un récapitulatif de la semaine, pas forcément avec des nouveautés, mais vraiment l'idée de faire, parce que les nouveautés, il y a déjà ton format, quoi, il y a le format du carton, et je trouve que c'est déjà largement suffisant, mais ce sera vraiment le format des jeux joués cette semaine, donc beaucoup plus mixte. Et ah oui, c'est vrai, tu as raison Ekat, je tiens à le souligner, il y a une excellente suggestion, c'est que vous devriez aller voir l'article sur Le Monde, il y a une sélection de jeux de société qui a été faite par Martin, donc par l'équipe d'un monde de jeu aussi. Ce qui est très cool, c'est qu'ils ont vraiment pris la peine de le tester auprès de non-joueurs, et donc clairement, on a une variété de jeux qui s'adressent clairement à monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas pour nous spécifiquement gros joueurs, mais si vous êtes des joueurs occasionnels, que vous aimez bien des trucs simples, genre vous aimez bien Catan, vous aimez bien les aventuriers du rail, et vous dites allez, je vais un peu me challenger, vous allez voir leur article, et comme ça vous permet aussi de savoir ce que vous pourriez aimer dans la même veine, et voir même peut-être un petit peu vous proposer du défi en vous disant bah tiens, j'essaierai bien ce petit jeu là qui a l'air un peu plus compliqué, je vais me mettre un challenge. Et donc en fait cet article est super bien fait parce que ça sort du sempiternel. Tiens, regardez les 10 meilleurs jeux de société, Monopoly Naruto, Monopoly Belgique, et au fait, Cluedo et Cluedo... Enfin voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Donc l'article d'un monde de jeu est très bien, c'est sur donc, le journal Le Monde en papier écrit, qu'on retrouve aussi sur internet, donc pas que en papier.
Voilà. Je pense, Martin, que tout le monde est en train de faire la même chose. Donc, effectivement, les lives sur Twitch, Mussino fait la même chose aussi maintenant. Il est passé exclusivement en live sur Twitch. Donc, ce sera, pour moi, à mon avis, vraiment un format qui s'y prête beaucoup plus. Et les vidéos de montage, elles qui sont un peu plus clean, les vidéos vitrines, j'appelle, iront sur YouTube. Et c'est très bien. Parce que de toute façon, YouTube est, je pense, devenu un peu trop ras en termes aussi de rémunération des vidéastes pour justifier le temps qu'on y passe. Si en plus on doit mettre nos lives dessus. Donc, voilà. Tu as raison, je suis Brest. Monopoly Bretagne for the win. Donc, voilà. Mais en tout cas, Martin, si tu arrives à faire la vidéo d'explication qui va avec la présentation de tous les jeux que tu as montré dans ton article, je dis chapeau parce qu'il y en a vraiment une grosse sélection. Et puis surtout, je pense que l'article, c'est mieux parce que moi, par exemple, je regarde pas les vidéos qui sont trop longues. Et donc, clairement, cet article me permet de survoler en diagonale et de retrouver des petites idées, etc. Donc, pour moi, c'est... voilà, c'est clairement le meilleur format que tu puisses faire pour cette sélection de fin d'année. Donc, quoi qu'il en soit, on pourrait blablater encore comme ça des heures, mais j'ai d'autres petites choses à faire, notamment un épisode de Andor à regarder, donc ça va être très cool. On vient de faire The Eye, c'était incroyable. Cette série est ouf. Et puis... on va continuer donc à partir de lundi, tous les soirs, une petite demi-heure d'explication des les nouveaux jeux de 2022, ceux qui ont été marquants, ceux qu'il faut absolument se procurer. Et il me reste encore plein de petites pépites sous le coude, donc ça vaut la peine de vous abonner si vous regardez ça par exemple en replay sur ma chaîne Twitch ou si vous regardez ça sur YouTube demain. Donc on va s'arrêter ici, on va se faire des bisous et on va se dire à lundi. Salut!